Aujourd'hui, on va plonger dans un texte assez particulier, un véritable manifeste philosophique intitulé Fractalité ontique du vivant. Ce texte propose une vision du monde radicalement différente, une cosmologie où le mouvement, la conscience et le caractère absolument unique de chaque chose sont au cœur même de la réalité. Tout part de cette phrase. Elle est la clé de voûte de toute la pensée qui va suivre. Prenez un instant pour y réfléchir. Le mouvement n'est pas quelque chose qui se passe dans un espace préexistant. Non, le mouvement est l'acte même qui crée l'espace. C'est un renversement total de notre perception habituelle. Alors, entrons dans le vif du sujet. La première partie de cette cosmologie s'attaque aux fondations mêmes de notre réalité. Elle nous invite à voir le mouvement non pas comme un simple effet, mais comme l'origine de tout. Une origine qui est déjà, en elle-même, une forme de conscience. Voici le premier axiome. Le mouvement n'est pas la conséquence d'autre chose. Il est la cause elle-même. Avant l'espace, avant le temps, avant la moindre forme, il y a l'acte pur de bouger. L'espace et le temps ne sont, en quelque sorte, que la trace laissée par ce déploiement originel. D'accord, mais alors, qu'y a-t-il avant le mouvement? Pas le vide, pas le néant, il y a l'immobilité. Et attention, ce n'est pas une absence, c'est un potentiel pur. C'est le silence infini à partir duquel toute la symphonie du réel va pouvoir naître. Et là, on arrive au second axiome, qui est probablement le plus vertigineux de tous. La conscience n'est pas une chose complexe qui émerge tardivement de la matière. La proposition est bien plus directe, bien plus radicale. Le mouvement est, en soi, déjà une conscience, une sorte de conscience générique, une intentionnalité sans sujet. L'acte de se manifester est l'acte de se savoir. Face à une telle idée, on se rend compte qu'il y a deux manières de connaître le monde. Il y a la connaissance mentale, celle qui analyse, qui mesure, qui découpe ce qui est déjà là, un peu comme on étudierait un fruit. Et puis, il y a la connaissance intuitive, qui, elle, cherche à se connecter à la source, à ressentir le processus, à sentir la sève qui nourrit l'arbre. Bien, si le mouvement est créateur, quelle est la loi qui gouverne cette création? Comment ça marche? La réponse se trouve dans un principe absolument fondamental, l'impossibilité de la répétition. Et voici notre troisième axiome. Le réel n'est pas une usine qui produit des copies à l'identique. Son mode de fonctionnement est une autodifférenciation permanente. Chaque particule, chaque être, chaque instant est unique. Pas par hasard, non, par principe. L'univers ne se répète jamais. Et ce qui est fascinant, c'est que cette loi a une signature mathématique, le fameux nombre d'or phi. Mais ici, ce n'est pas juste une question d'harmonie ou d'esthétique. Dans cette cosmologie, phi est vu comme l'opérateur mathématique, le moteur qui garantit que chaque nouvelle manifestation soit toujours et pour toujours unique. Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que phi est un nombre irrationnel. Ces décimales continuent à l'infini, sans jamais se répéter, sans jamais former de cycle. Ce rapport, qui est au cœur du processus de création, interdit donc mathématiquement au réel de revenir un jour exactement au même état. Et ça nous amène directement à l'origine du temps. Le quatrième et dernier axiome nous dit que la flèche du temps, le fait qu'il aille toujours de l'avant, n'est pas une loi mystérieuse. C'est la conséquence directe de cette non-répétition inscrite dans le nombre phi. Le temps avance parce que le ratio de la création l'empêche de faire marche arrière. Du coup, le passé, le présent et le futur changent de nature. Le passé, c'est tout ce qui s'est déjà manifesté, les formes qui sont maintenant stabilisées. Le futur, c'est le champ infini des potentiels. Et le présent, c'est le front de l'onde, le seuil actif où le potentiel devient réel. C'est l'instant créateur, c'est là que tout se passe. D'accord, on a les principes, on a la loi, mais comment est-ce que tout ça devient le monde tangible qu'on perçoit? Cette partie explore justement ce passage de l'abstrait au concret et surtout la place qu'on y occupe. Pour comprendre, prenons un exemple, un archétype parfait, la flamme. Une flamme, c'est la signature visible d'un passage, de l'invisible au visible. C'est le mouvement qui devient forme, là sous nos yeux. Et surtout, observez-la bien, elle n'est jamais deux fois la même. Elle est la preuve vivante, à notre échelle, de l'irréplicabilité du réel. Et nous, dans tout ça? Eh bien voilà le point crucial. On n'est pas des spectateurs extérieurs qui observent la réalité. On est une partie de cette réalité. L'observateur, c'est un endroit très particulier, un pli dans le tissu du réel, où le mouvement créateur originel devient pour la première fois conscient de lui-même. On arrive maintenant à la synthèse. Comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent pour former une vision du monde cohérente? Et surtout, quelles sont les conséquences d'une telle vision, pour la science comme pour la philosophie? Cette cosmologie n'est pas juste une abstraction.
Elle prétend offrir un pourquoi à des observations scientifiques bien réelles, que l'auteur appelle la trame θ. Dans cette logique, des phénomènes comme certaines orbites planétaires ou des constantes physiques ne sont plus des hasards, mais des signatures, des échos de ce processus de création fractale et unique. Les implications philosophiques sont énormes. On passe d'un univers machine, prédictible et froid, à un univers organisme, vivant, créatif et fondamentalement ouvert. La création n'est plus un événement unique dans le passé. La création, c'est le mode d'être du réel, à chaque instant. Et le manifeste nous laisse sur cette question, une question vertigineuse. Comment faire la différence entre le mouvement qui engendre la structure et le simple mouvement qui se déplace à l'intérieur d'une structure déjà existante? C'est un défi immense, lancé à la physique de demain. Pour conclure, cette vision du monde se donne 3 noms, comme 3 facettes d'un même diamant. Le premier, fractalité ontique du vivant. Ontique pour dire qu'on parle de l'être en train de se faire, et du vivant pour nous rappeler que l'univers est un processus organique, pas une machine. Le deuxième nom éclaire une autre facette, cosmologie du mouvement fractal. Ici, l'accent est mis sur le moteur de tout ça, le mouvement, comme cause première et sa nature fractale qui se déploie à l'infini sans jamais se répéter. Et enfin, le nom le plus court, le plus dense, ontogénèse fractale. L'ontogénèse, c'est la naissance de l'être. Ce nom nous dit que cette naissance n'est pas un événement du passé, mais un processus créatif, fractal, qui se déroule en ce moment même et pour toujours. Un monde en perpétuel devenir.